demeure qu'à l'intérieur de toi, cette honte doit se verbaliser d'une certaine façon. Et le fait de demander pardon, c'est comme si je demandais à être réconciliée avec les familles des victimes, premièrement, parce que c'est terrible ce qui leur est arrivé et je comprends leur douleur encore aujourd'hui. D'une certaine façon, cette violence-là avait comme suscité en moi un désir de non-violence, de compassion, d'amour. Le 6 décembre 1989, à l'École polytechnique de Montréal, les femmes ont été les cibles désignées d'un homme, Marc Lépine. Un geste démesuré qui se conclut par un véritable carnage et trop de victimes. Des dommages collatéraux inestimables. Parmi les 14 femmes tuées, une jeune étudiante, Anne-Marie Lemay. Aujourd'hui, ses parents, Michel Proulx et Pierre Lemay, se souviennent. Monsieur, Madame Lemay, ça va faire presque 20 ans, les événements de la Polytechnique. On a l'impression que c'était hier. Quand vous avez à faire une entrevue comme aujourd'hui, est-ce que les sensations, les émotions ressenties à ce moment-là rejaillissent de la même façon qu'il y a 20 ans? Pas du tout. Non, pas du tout. Aujourd'hui, non. Non, je pense que maintenant, on a beaucoup parlé de cet événement-là. On a beaucoup parlé d'Anne-Marie. On est en paix. Oui, je peux dire qu'on est en paix. Ça prend combien d'années avant d'être en paix? Je pense que c'est au jour le jour que ça vient, cette sérénité à l'intérieur de nous. Il faut commencer par accepter l'événement. Est-ce qu'il y a une étape très importante dans le deuil qui s'appelle le déni? Est-ce que ce genre d'émotion-là est arrivé? Pas vraiment. Non. Je me souviens, je marchais sur la rue parfois, je regardais des filles qui lui ressemblaient, qui avaient le même cabaret. Puis j'avais comme... j'étais choqué. Je me disais, pourquoi elle? Pourquoi elle marche? Puis ça m'agaçait. Oui, j'ai été troublé pendant un certain temps. J'avais un profond chagrin et profonde frustration que je ne montrais pas. D'une certaine façon, cette violence-là avait comme suscité en moi un désir de non-violence, de compassion, d'amour, je dis. Mais envers qui la compassion et l'amour? Envers tout le monde, parce que je trouvais ça tellement épouvantable de tuer comme ça que moi, je voulais pas vivre ça en moi, la violence ou l'agressivité ou le... Vous ne vouliez pas être une victime, vous aussi? Ah, ça, tout à fait. Vous vouliez être vivant? C'est important. Oui. Hein? Après avoir identifié le corps d'Anne-Marie, rendu à la maison, en fait, c'est une des premières choses que j'ai dit à Pierre, c'est qu'on ne sera pas la prochaine victime de cet événement-là. Et on était tous les deux vraiment sur la même longueur d'onde. Oui. On a décidé de vivre une vie heureuse, malgré tout le chagrin, toute la douleur qu'on avait à ce moment-là. C'était clair qu'on ne voulait pas l'évacuer, cette douleur-là. On se disait, nous, on ne passera pas notre vie à pleurer puis à souffrir. Vous ne vouliez pas que cette attitude-là dicte votre façon de vivre? Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, Anne-Marie n'aurait pas voulu qu'on soit ça. Elle était tellement vivante, elle était tellement joyeuse. Non. Pourtant, 24 heures avant, elle écrit « Demain, ce sera ma dernière journée. » Et, excusez-moi les filles, je suis fatigué, je vais aller me coucher. C'était très étonnant. Oui, c'était prémonitoire. Et puis, mais moi, ça m'a rappelé autre chose qu'elle avait faite à l'âge de 5 ans. Je me souviens, j'étais en voiture avec. Elle a dit, « Papa, qui va me tuer? » Là, j'ai été abasourdi, j'ai resté bouche bée. Ben, voyons, Anne-Marie, personne ne va te tuer. Puis là, j'ai pensé, peut-être qu'elle regarde trop d'images à la télévision. Tu sais, les gens, ils se font pas tuer, ils meurent à l'hôpital, dans leur lit, parce qu'ils sont vieux. C'est resté comme ça. Mais j'ai jamais oublié. On voit à la télévision qu'il se passe un événement qui s'appelle la tuerie des Polytechniques. Vous avez une fille qui est là. Est-ce que vous avez peur, dès l'instant où vous voyez les nouvelles, que ça pourrait
votre fille pourrait être parmi les victimes. Oui. Oui, c'était... en fait, moi, la première nouvelle que j'ai eue, c'était à la radio. Ah, c'est étrange. Puis c'était à l'heure où elle avait son dernier cours. Bon. Mais là, vers 6 heures, là, on mentionnait Polytechnique et qu'il y avait un tireur, peut-être plusieurs tireurs fous. Là, je me suis sentie mal. La mère en vous a senti quelque chose à l'intérieur de son Oui. corps? Même avant, un petit peu avant, mais je voulais pas. Ouais. On met ça de côté. On veut comme chasser ça. C'est ça. Comme m'avait dit Pierre quand je l'ai appelé, voyons, ils sont 5000 là-dedans, là. Elle n'a pas peur. Là, Ça, c'est le côté raisonné de l'homme, hein? Puis moi, ça me disait, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Mais ouais. j'avoue que quand elle m'a téléphoné la deuxième fois, ça a commencé à, à me chatouiller à l'intérieur, là. Je commençais à craindre. Et puis, je travaillais à ce moment-là, j'avais un travail très important d'équipe et je préparais des choses pour le lendemain. Puis là, j'ai senti le besoin de laisser des notes au cas où je ne reviendrais pas au travail. C'est vrai que dans votre tête, vous avez commencé à penser déjà au service funéraire. Bien, parce que là, on avait la quasi-certitude Elle aurait qu'on ne reverrait téléphoné. pas, là. Écoutez, là, Il elle était aurait rendu téléphoné. 9 heures le soir, là. Monsieur Lemay, qu'est-ce que ça vous faisait à l'intérieur comme sensation? C'était pas l'émotion profonde encore à ce moment-là. C'était comme... J'étais peut-être encore juste dans la tête, là. Ouais. Et puis, j'avais cette conviction-là, mais j'étais pas troublé profondément. Puis... Et vous? Moi, c'était comme en attente. En attente de quelque chose. C'est quoi la première réaction quand vous voyez votre fille comme ça inerte et vous savez que le corps ne reviendra plus jamais? C'est affreux. C'est... Ma sensation, là, c'est comme si on m'avait enlevé tout le sang. Il n'y a plus rien, là. Moi, j'étais encore très en contrôle et très dans la tête. Ce n'est qu'arrivé à la maison, dans mon lit, avec Michel, qui me dit « Pierre, tu m'inquiètes, tu réagis pas. » Là, j'ai réagi profondément. Et ça me rejoint là. J'ai pleuré, j'ai crié. Mais il fallait que ça sorte. On peut pas. Je prévoyais pas ça. On peut pas vivre une chose semblable puis garder ça à l'intérieur de soi. Je pense pas. Oui, là a commencé une profonde, profonde douleur. Ça a duré un certain temps. Anne-Marie, qui était tellement présente, tellement vivante, là. Son corps est mort, mais la chose métaphysique ou religieuse me préoccupait pas tellement, quoique j'avais de l'ouverture, mais là, j'avais un puissant besoin de savoir. De connaître. Oui, de connaître, plus d'aller que de savoir, plus loin. mais d'aller vraiment plus loin. Alors, les vacances sont arrivées et puis on est passé à la bibliothèque, puis je suis sorti avec une pile de livres. Puis là, on s'est mis à lire. Et puis, on n'a jamais arrêté. Anne-Marie Lemay a rendu l'âme sous l'impact des balles du tueur fou, Marc Lépine, lors des événements de la Polytechnique presque 20 ans plus tôt. Encore aujourd'hui, une question demeure sans réponse. Pourquoi une telle violence? Michel Proulx et Pierre Lemay, les parents de la jeune étudiante, ont été eux aussi confrontés à cette violence par la force des choses. Quand on est en contact avec une telle violence, ça fait quoi? Ça questionne. C'est ce que je comprends pas. Pourquoi les gens sont si violents? Vous avez une réponse aujourd'hui à ça? Pas vraiment. Je cherche encore. Ce que j'ai compris, c'est que quelqu'un qui n'est pas capable d'exprimer, soit par la parole, ce qu'il ressent, va l'exprimer par le geste. Quelqu'un qui pense qu'il n'est pas aimé va attirer l'attention de quelque façon que ce soit. Je crois que ces gens-là manquent profondément d'amour, soit dans cette vie, soit dans d'autres. Moi, je pense qu'on vit d'autres vies. Alors, c'est ça. Fondamentalement, il peut y avoir d'autres choses, mais dans le cas qui nous occupe, cette personne-là... Êtes-vous capable de le nommer? Je ne désire pas le nommer. On va l'appeler le tueur. Oui. Vous avez rencontré la mère du tueur. Oui. Qui est une mère qui a aussi un deuil à vivre de son fils. Oui. Et en plus, elle a le deuil d'avoir enfanté un tueur. Oui, et ça doit être très, très difficile, très pénible. Après la tuerie Dawson,
elle s'est sentie dans l'obligation de dire « je vais parler Bien, c'est assez forte pour le faire. ». Ouais, Madame Lépine demandait pardon aux parents des victimes. effectivement. Et puis, un lundi matin, je reçois un appel à 8 heures, et puis l'animateur en question me demandait, vous, êtes-vous capable de pardonner à Madame Lépine? Ben, je dis, je n'ai pas à pardonner à Madame Lépine, mais je veux bien la rencontrer. Pardonner, ce n'est pas comme remettre la faute, mais c'est évacuer, comme je l'ai dit souvent, l'agressivité, ne pas en vouloir, ne pas avoir de haine à l'intérieur. Avoir de rancune. Vous avez aucune haine, aucune rancune. Non, parce que c'est destructeur, finalement. Ça fait plus de mal à soi-même qu'à d'autres. Vous avez l'impression que c'était nécessaire pour elle, cette rencontre-là? Plus pour elle. Nous, c'était comme... On était beaucoup en contact avec les autres parents des victimes, mais sauf elle. Puis pour nous, c'était un parent d'une victime. Est-ce que vous avez parlé de son fils? Ou jamais il était question de son fils dans la rencontre? Il était question de son fils. Oui. Ouais. Elle en a parlé. Quel genre d'enfant c'était? C'était un bel enfant. C'était un beau petit bonhomme. Qu'est-ce que ça vous faisait d'entendre parler de quelqu'un que vous n'avez même pas le goût de nommer aujourd'hui? C'est un peu comme parler d'une autre personne. Elle parlait de ses beaux souvenirs quand il était tout jeune. Elle avait besoin d'en parler, Ouais. comme moi, j'avais besoin de parler d'Anne-Marie. Alors, on a Ouais. partagé ça ensemble. Comme deux mères, deux parents, Oui. des parents d'enfants disparus. Oui. Oui. Auriez-vous été capable de rencontrer Marc Lépine si c'était pas enlevé la vie? Je me suis posé la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous le nommez pas. Pourquoi? En partie parce que quand on parle de ces événements-là, on ne parle que de lui et on ne nomme que son nom. Alors qu'on avait 14 femmes extraordinaires qui valent la peine qu'on en parle et qu'on les les nomme cite en elles. exemple et qu'on les nomme elles. Ouais. Oui. Écoutez, mec, c'est magnifique. Ça, à chaque fois que je passe ici avec les invités, j'ai toujours le même genre de réaction en disant C'est très beau. « Mon Dieu, que la vie est belle! » Vous avez une autre fille? Oui. Oui. Isabelle a 2 ans de moins Oui, qu'Anne-Marie? 2 ans. Comment elle a vécu ça? Très difficilement aussi. Une des choses qu'elle nous a dit, je devais vivre ma vie comme deuxième de la famille. Pas l'aînée ou pas fille unique. Là, je sens comme un poids ou Ouais, une responsabilité. Une responsabilité. Oui. Alors là, on a Ouais. dit non, tu n'as pas à être responsable de nous, là. C'est ta vie à toi. Et puis, même si elles étaient assez différentes, elles étaient très proches. Croyez-vous être des meilleurs êtres humains depuis l'événement? Oui, Je pense que oui. mais on n'a pas fini. On n'a jamais fini. Oui. Pour moi, c'est important d'aimer les gens, d'aimer tout ce qui est autour de nous. Oui, les gens ont tellement besoin d'amour, ça ne se dit pas comment les gens ont besoin d'être aimés. Il faut leur dire aussi. Et là, vous le faites avec votre petite fille, qui est devenue un peu votre amour, comme c'est ben pas oui. permis, là. Hein? Oui. Tout à fait. Parce que vous n'espériez peut-être plus ça. Parce que votre fille, Isabelle, avait 39 ans. Vous disiez, j'espère qu'elle va avoir un enfant un Ben, jour. j'espère. On Ouais, lui souhaitait là, parce qu'elle le voulait. Il faut que vous sachiez qu'on l'a su le 6 décembre. C'est le cadeau qu'elle nous a fait. Elle nous a dit, aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire, puis le 6 décembre ne sera jamais plus pareil. Elle dit, je suis enceinte. Oh! Jusqu'à cette annonce-là, en 2006, c'était difficile pour vous, le 6 décembre? C'était une date à éviter? C'était pas une date à éviter parce que c'est pas le 6 décembre là, qui marque l'absence. Mais c'est ce qu'on dit autour. C'est ce que tout le monde fait autour qui devient... On sent l'émotion des gens. On peut pas faire autrement, on la sent. Donc, ça vient nous chercher. En tout cas, vous l'avez d'émotion quand vous parlez de votre petite fille. Il y a une émotion qui rentre, en tout cas, qui émerge de vous. Pourquoi? Ben, parce que c'est la vie, hein? C'est la vie. Elle nous rappelle tellement Anne-Marie au même âge. Ah C'est oui? sa tante, hein? Elle lui ressemble. Avez-vous C'est peur de trop aimer? Je dirais, quelques semaines après le décès d'Anne-Marie, oui. Oui, j'avais peur que d'aimer me fasse mal. Effectivement, mais en fait, ça a été ça mon deuil, de réapprendre à aimer, puis de continuer à aimer. De réapprendre à aimer parce que vous aviez compris de la vie que à ce moment-là, quand on aime, on peut perdre? Oui, tout à fait. Mais après ça, non, c'est pas vrai. Là, tout l'amour qu'on donne, c'est pas vrai. Là. On peut pas perdre.
Non. Des aides peuvent s'en aller, mais on ne peut pas perdre. Ça, j'ai compris ça. Hey, 19 ans après, il y a encore une émotion qui est palpable. C'est ça qui me fascinera tout le temps, moi, du deuil. C'est comment une émotion, tu peux vite la regagner. Moi, j'ai pas été porté... c'est-à-dire, moi, j'ai été quelqu'un qui a nié mes émotions pendant toute ma vie jusqu'à ce moment-là. OK. Alors, à certains moments, il a fallu que j'apprenne à la contacter, cette douleur, pour pas qu'elle reste occultée tout le temps. Vous la vivre, Ouais. la douleur, si on veut l'évacuer. Sinon, on ne l'évacue pas. C'est pour ça que je lui avais dit, tu m'inquiètes, là. Ouais. T'as pas de réaction. Ouais, je pense que j'ai réussi. Oui. Hein? C'est quand même une belle victoire, ça, Ouais. sur la vie. Oui. Puis j'ai compris qu'est-ce qui m'avait conduit à occulter mes émotions. Moi, j'étais Monsieur Spock, hein? Et puis, Michel, elle disait, Pierre, arrête de dire ça, t'es un être sensible, tu t'en rends pas compte. Si vous aviez écrire sur votre pierre tombale une phrase, laquelle choisiriez-vous pour vous décrire, Madame Lemay? Je suis. Et Monsieur Lemay? Il a voulu connaître et aimer. Et s'il y avait une phrase à ne pas inscrire sur votre pierre tombale, en disant « Je ne veux pas qu'on écrive ça sur moi ». Ici, J. Et vous? Il n'est plus. De quoi êtes-vous le plus fier dans l'épreuve du deuil que vous avez traversée? Ben, d'être heureux et de continuer à l'être et d'être ensemble et de s'aimer. De voir la beauté partout, d'être capable de voir la beauté partout. Elle est là. Il est résolu, votre deuil? Je pense que oui. Oui. Quoique j'ai toujours... Mais moi aussi, j'hésite à vous répondre. Je dis oui, là, mais parce que, bon, l'absence est toujours là, mais ça fait pas mal comme ça faisait mal. Ouais, c'est moins soutenable. Oui. je- C'est difficile à expliquer. C'est quelque chose de très, très intérieur, mais bien sûr que j'aimerais qu'elle soit là, devant moi, pour parler, mais à quelque part, j'ai la conviction qu'elle est là. Oui, puis l'inconscient est difficile à sonder. Il reste toujours des choses qu'on ne connaît pas. Et on s'y emploie. Merci à vous, Monsieur Merci Lemay. bien. Merci beaucoup. J'étais pris dans mon émotif, incapable de raisonner, incapable. On me parlait, j'entendais, mais j'avais de la difficulté à saisir l'implication, surtout lors de l'interrogatoire en criminel. On m'interdisait de faire les gestes les plus anodins Pourquoi? par moi-même. Je ne sais pas s'il y avait l'impression qu'on était pour s'influencer l'un l'autre en se parlant. Comme ma fille, par exemple, j'aurais bien aimé aller lui parler, aller la serrer dans mes bras, mais on était séparés. Puis de toute façon, j'aurais jamais été capable de planifier quelque chose, hein, ou un plan quelconque. Pendant tout le temps de l'interrogatoire, vous avez l'impression par le traitement que vous savez quelque chose, mais pourtant vous ne le savez pas. Mais c'est comme questionner sur 25 ans de vie de mon fils dans des détails de vie, à quelle année il était à telle école, en quelle année il était à telle école. Puis à un moment donné, je me suis comme choquée. Je pouvais pas commencer à compter. Et puis, c'était un phénomène assez inusité, là. C'était ma première expérience avec même des policiers. Alors, on me disait que mon fils était mort, mais j'aurais jamais été capable d'aller à la morgue. Et puis en même temps, c'est comme si je le croyais pas. Ça m'a pris un certain temps. Ça s'appelle avant le déni, c'est dans le le déni domaine de la du deuil. souffrance. À un point tel aussi que quand c'est un traumatisme de ce genre-là, tu es porté à vouloir te cacher, à avoir honte, puis à refouler. C'est ce que vous avez ce fait pendant un certain traumatisme. temps. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Pendant 13 ans au moins. Ouais. Là, quand il va chez vous, qu'on pose autant de questions, est-ce que votre réflexe de mère, c'est de protéger votre enfant?
Est-ce qu'on veut cacher des éléments ou on veut tout donner au contraire? Mais moi, quand les forces de l'ordre me demandent des choses, vous savez, je suis de la génération où on avait le sens du devoir et on obéissait à l'autorité. Hein. Alors, il ne me serait jamais venu à l'idée de cacher des informations. Par contre, l'intrusion est assez forte, hein? C'est incroyable. Tu sais, on vient fouiller dans ta propre vie. Mon fils n'habitait pas avec moi. Là, hein? Il vivait avec des colocataires. Il était quand même rendu à 25 ans. Puis il habitait près de chez moi, cependant, mais pas avec moi. Il avait ma clé chez moi, mais il avait sa propre vie. Donc, il y avait votre clé et vous aviez la sienne. Oui. Puis ma fille aussi avait ma clé. Mes enfants ont toujours eu la clé de chez moi. C'était important pour vous, Mme Lépine? Oui. Ils pouvaient venir chez moi en tout temps. Quand vous réussissez à avoir votre fille, c'est quoi sa réaction, Nadia, au moment? Parce qu'elle, c'est une femme. Nadia, elle avait quand même, je sais pas si c'est de la jalousie avec son frère. En tout cas, il y avait certainement une compétition entre les deux. Nadia, elle était très verbale. Son frère était secret, mais elle était très verbale. Et puis, elle se défendait avec sa langue. Et puis, ce qu'elle a dit, c'était pas tellement beau. La première réaction qu'elle a eue, et ça a été de dire c'est un fou. Je t'ai toujours dit, c'est un fou. Tu sais? Mais par contre, j'ai su qu'elle aimait son frère. Mais ça, c'est venu plus dans des moments où, quand elle commençait à prendre la drogue, là, des drogues assez fortes, et puis que là, elle était des fois en manque, puis qu'elle venait chez moi, c'est là où j'ai commencé à comprendre que elle me disait dans ces moments-là des choses... Et elle exprimait sa détresse à ce moment-là. Sa détresse, puis comment elle aimait son frère, puis comment vraiment, là, elle regrettait tout ça. Mais c'était pas dit dans un état naturel. Elle est morte d'overdose, votre fille, en 96, 2 mars 96. Sa situation a périclité après les événements. Mais on ne savait pas que c'était la sœur de Marc. Non, on ne savait pas. Puisqu'elle portait pas le même nom. Mais non, puis elle, par contre, elle vivait l'émotion. Hein? Oui, en direct. En direct, et puis elle n'osait pas dire que c'était son frère. Mais elle avait déjà un problème, hein, parce qu'elle était quand même une jeune fille qui avait de la difficulté à s'assumer en tant qu'adulte. Elle a eu beaucoup de difficultés à assumer le deuil. Je pense bien, malgré tous les efforts qu'on a faits pour qu'elle puisse se sortir de cette situation-là, elle n'a pas été capable de faire face à ça. Le Marc Lépine qu'on décrivait, il a changé d'identité, il s'appelait Gamil. Gamil, pardon. Il portait le nom de son père. Il ne voulait pas s'identifier à son père, clairement. Pas du tout. À partir du moment où il s'identifie à vous, Mme Lépine, est-ce que vous vous êtes dit, mon Dieu, j'aimerais donc qu'il s'appelle Gamil? Est-ce que vous êtes ça? C'est certain que quand tu vois ton nom étalé dans tous les journaux, j'aurais préféré qu'il ne change jamais son nom pour celui de Marc Lépine, c'est clair. Le sentiez-vous différent dans la personnalité de Marc Lépine, contrairement à Gamil? Oui, c'est comme si lui avait décidé de faire sa vie à sa façon. Mais déjà, pour lui, le changement de nom, c'était surtout pour être plus incognito. Hein? Parce qu'on le traitait d'arabe à l'école. C'est ça, puis il n'aimait pas ça du tout. On lui demandait de quelle nationalité il était. Alors ça, il n'aimait pas ça. Et puis, pourquoi il a choisi mon nom? À vrai dire, j'ai jamais posé la question, mais je suppose que c'est parce qu'il s'identifiait bien à moi. Il y a des lacunes dans la façon dont j'ai éduqué mon enfant, c'est certain. Peut-être que j'ai pas su le saisir comme il voulait être saisi, en tout cas dans la façon dont je lui témoignais mon amour. Monique Lépine tente, depuis la tuerie de la Polytechnique en 1989, de recoller certains morceaux du puzzle afin d'essayer de trouver une explication au geste fou posé par son fils, Marc Lépine. Madame Lépine, est-ce que vous avez cherché à tout comprendre pour essayer d'associer les événements en disant, par exemple, un des événements, le 5 décembre, 24 heures avant ou presque, il vient porter chez vous 2 sacs? Oui, sûrement, parce que je l'ai trouvé après sa mort. Et il y avait, comme d'habitude, son linge sale. Et il y avait aussi ses effets personnels et ses relevés scolaires. Est-ce que vous avez vu là une importance de vous dire,
maman, peu importe ce que je vais commettre, j'ai quand même réussi à l'école. Et moi, c'était ma valeur fondamentale pour les L'éducation. enfants, d'éduquer les enfants. Dans ma mentalité à moi, si tu as l'éducation, tu peux faire n'importe quoi dans la vie. Oui, j'ai pensé tout de suite. Il voulait me montrer combien il avait réussi, puis qu'il avait terminé surtout. Et vous avez écrit un mot. Un petit mot, puis malheureusement, je me rappelle juste la première phrase. Désolé. Désolé, c'était inévitable. Vous vous souvenez pas des autres mots du Je tout? ne me rappelle pas des autres mots. Et vous n'avez pas conservé le papier en question? Non, parce que les policiers m'avaient demandé, dès que je trouvais un indice, de leur téléphoner. Ce que j'ai fait, et ils sont arrivés peut-être trop vite, j'ai pas pu... Puis ils ont tout pris. Il y a comme 3 deuils quand je regarde votre Ouais. vie. Le deuil de l'enfant, Ouais. peu importe le nom qu'il porte, et il y a le deuil du tueur de la Polytechnique. Exact. Que je termine aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Parce que ce cheminement-là que je viens de terminer, À travers le livre. faire à travers le livre, où j'ai rencontré, puis ça c'était un privilège, j'ai rencontré tous les acteurs, tous ceux qui ont gravité autour de moi, à partir de l'infirmière au moment de sa naissance, les gardiennes, j'ai rencontré tout ce monde-là. Vous êtes même allé à la Polytechnique Je suis pour allée faire à la le Polytechnique, pèlerinage, le même exact. tracé que lui a fait dans la journée. C'était le deuil le plus difficile à faire, celui Ouais. du fils, celui du tueur ou celui qui s'est enlevé la vie? C'est celui du tueur qui est le plus difficile. Le deuil du tueur, je ne l'ai pas fait du tout dans les premières 13 années. Après que ma fille est décédée, c'est comme si je m'effondrais en mille miettes. Et c'est là où j'ai commencé à faire un deuil. Mais j'étais beaucoup plus dans le déni que dans d'autres choses. C'est comme si je me réconciliais. Je me suis réconciliée avec Dieu, je me suis réconciliée avec moi-même, et maintenant je me réconcilie avec les autres, et je me réconcilie dans une certaine façon avec la population du Québec. Le fait qu'ils voient mon visage, qu'ils sachent que je ne suis pas un monstre, que je suis une femme qui a souffert, par exemple. C'est comme si je disais, bien écoutez, je suis autant désolée que vous de cet événement-là, parce que je l'ai été. Je l'ai été. Et vous l'êtes encore, Mme Et Lépine? je le suis encore, mais c'est comme si maintenant, d'être capable de donner au suivant en aidant des personnes qui souffrent dans leur maison, qui souffrent en silence. C'est un peu ma mission maintenant, si vous voulez appeler ça comme ça, là, Ouais. que je vais être à l'écoute. Un peu comme vous faites d'ailleurs, hein? Vous le dites dans votre livre, vous avez peur que Marc vienne achever quelque chose et qu'il vienne vous tuer. Ça vous hante pendant des années. Ouais. Et combien de temps ça a pris avant de vous enlever de la tête que là, il est décédé, il n'y a aucun danger et c'est terminé? Quand on a des deuils, des tragédies, tu as beaucoup de gens autour de toi qui vont venir t'apporter un support. Mais après 2-3 mois, oups, les gens s'en retournent chez eux, puis là, tu te retrouves seul. Et puis quand j'ai eu ces angoisses-là, c'est quand je suis revenue vivre dans mon condo, seule, et évidemment la nuit, où tout est tellement amplifié. Hein? Mais vous avez toujours dit, j'ai toujours eu peur du noir. Ouais. Et là, ça s'est amplifié Ah ouais, avec ce qui s'était passé. c'était même déraisonnable. Moi, c'est par la prière que je me calme, comprenez-vous? Ouais. J'ai dû faire des efforts pour me libérer de la peur. Vous le dites dans votre livre d'ailleurs, Ouais. c'est de la peur et de la honte. Oui, la honte, c'était l'émotion dominante. Et c'est beau quand vous êtes dans votre groupe de prière, dans un groupe, et tout d'un coup, vous levez votre main après tant d'années. Ouais. Bonjour, je suis Mme Monique Lépine, la mère de Marc Lépine. Ouais. La journée où vous dites ça, Mme Lépine, Ouais. est-ce qu'il y a une fierté chez vous d'assumer ce que vous êtes, peu importe les réactions des autres? À partir de cette journée-là, vous parlez du 8 décembre 2002, c'est comme si j'avais retrouvé mon identité. Une nouvelle identité. Sans honte. Sans honte, je suis à visage découvert. Ça a commencé quand vous avez vu les événements de Dawson, Ouais. 13 septembre 2006. ouais. Vous êtes senti interpellé. Quand Dawson est arrivé, c'est comme si je revivais mes angoisses. De Avec la même 89. intensité? Ah oui, c'était même très fort. J'avais des palpitations. Et quand je suis allée me coucher ce soir-là, j'ai crié, là, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, viens me chercher » ou alors donne un sens à ma vie. Vous commencez votre livre, Mme Lépine, en disant « Je vous demande pardon ». Ouais. C'est pas à vous qu'on doit pardonner, Mme Lépine. Je sais. Je sais que je n'ai rien fait pour demander pardon, mais c'est comme si j'agissais au nom de mon fils. Mais il demeure qu'à l'intérieur de toi, cette honte doit se verbaliser d'une certaine façon.
Et le fait de demander pardon, c'est comme si je demandais à être réconciliée avec les familles des victimes, premièrement, parce que c'est terrible ce qui leur est arrivé et je comprends leur douleur encore aujourd'hui. Un jour, j'ai interviewé quelqu'un qui était une des survivantes de la Polytechnique. Ouais. Et elle réclamait haut et fort son droit d'être une victime, même si elle n'était pas décédée. Ouais. Il y a des dommages collatéraux quand arrive un événement de la sorte. Exact. À partir du moment où vous êtes vous-même une victime, Ouais. est-ce que vous en voulez au tueur? Vous en voulez à cet être-là qui On vous a en causé? veut au geste qu'il a posé, Pas à l'être. pas à l'être humain, mais au geste qu'il a posé, parce qu'il était démesuré, ce geste, il était dément même. Hein? Est-ce qu'il y avait un trouble dans le cerveau pour en arriver jusque-là? On peut pas le dire, là. Mais c'est certain que ce geste-là, je le... Vous le condamnez. Ben oui, mais oui. Est-ce que vous allez lui pardonner à Marc? J'ai été obligée de faire cette démarche-là à titre Pourquoi? posthume. Bien, vous savez, on ne dit pas tout à nos enfants. On n'a pas toujours... Il y a des lacunes dans la façon dont j'ai éduqué mon enfant, c'est certain. Peut-être que j'ai pas su le saisir comme il voulait être saisi, en tout cas dans la façon dont je lui témoignais mon amour. Moi, j'ai pensé qu'il y avait un débalancement chimique au niveau du cerveau. Si vraiment il a prémédité puis qu'il a fait ça à froid, il était fou vrai. Hein. Monique Lépine est sortie de l'anonymat et de son mutisme le plus complet pour se montrer telle qu'elle est. Aujourd'hui, elle partage son cheminement dans le deuil de son fils Marc, le tueur de la Polytechnique, et tente encore d'élucider le mystère autour des gestes posés par son fils. L'incompréhension règne toujours et encore. Est-ce que vous avez réussi à comprendre le pourquoi d'un tel Jamais. geste? Même en recollant les morceaux? Je n'ai que des hypothèses. Est-ce que je peux en entendre une ou deux? Première hypothèse, cette haine qu'il a entretenue à l'intérieur de lui. Vous savez, la Bible dit que la haine peut conduire au meurtre. Hein? Donc, déjà, de ne pas verbaliser tes craintes, de ne pas verbaliser ta souffrance, au moins même avec un professionnel, suppose que tu endurcis ton cœur, que tu gardes du ressentiment, de l'amertume à l'intérieur de toi. À un moment donné, à force de fonctionner juste de cette façon-là, moi, je suis certaine qu'il y a une altération au niveau de la pensée. Probablement que mon fils s'est fait un scénario qu'il croyait, qui était peut-être le seul à connaître. Hein? Il y a eu quelques signes. On le voit toujours après coup. Ouais. À 13-14 ans, Ouais. sa petite sœur le taquine beaucoup. Elle était beaucoup sur son cas, vous le dites d'ailleurs, beaucoup trop, vous disiez. Et il décide qu'il creuse minutieusement un trou dans lequel on voit bien qu'il y a l'espace pour un être humain, une pierre tombale faite un peu comme ça, avec son nom et sa photo. À 13-14 ans, il y a un signe là d'une certaine forme, entre guillemets, d'agressivité. Est-ce que vous voyez un signe à ce moment-là? Ah oui, je l'ai vu, l'agressivité. Vous avez peur Et à ce c'était moment-là? probable. C'est certain que j'ai trouvé le geste effrayant, là. Et puis, il a dû réparer ce geste-là immédiatement, là, tu sais, autant physiquement qu'avec sa sœur, là. Mais il y a des choses, des fois, quand tu élèves tes enfants, je sais que c'était démesuré, mais des fois, il y avait des comportements bizarres. Mais c'était pas aller tellement plus loin que ça. Madame Lépine, pourquoi en 97, vous avez tout brûlé ou presque, les photos de votre fille et votre fils, sauf une photo de Marc Lépine, Marc, votre fils, à l'âge de 9 ans? À l'âge de 9 ans, je l'aimais. Je retrouvais mon petit garçon, hein? Mon petit garçon dans la période où il était... À son mieux? Oui, bien pour moi, tellement... il cherchait l'instruction, il lisait beaucoup, il était curieux. Il était vraiment très beau à 8 ans, 9 ans. Là. Vraiment là, un bon garçon. Il était secret, mais en même temps facile à vivre. Parce que, puis dans le fond, il devait être un peu comme moi, exigeant pour lui-même, comme je l'étais pour moi-même. Hein. C'était l'homme de la maison déjà à un très jeune âge. Il y avait des beaux côtés, Marc. C'était un caractère doux, aussi impensable, hein, avec un geste aussi dramatique là, et agressif. C'était un caractère doux, malgré tout.
Et puis, Il vous manque, Mme Lépine? à certaines occasions, mes enfants me manquent, c'est certain. Je peux vivre seule, mais c'est certain que je garde toujours. Mais je sais, pourquoi j'ai brûlé des photos, c'est un peu ça. Je voulais, les bons souvenirs que j'avais, je me disais que je les avais cachés dans mon cœur. Puis les photos pouvaient me rappeler d'autres moments qui étaient moins beaux, puis c'est peut-être un peu pour ça que je les ai brûlés. Quand on parlait de cet homme-là, Marc Lépine, est-ce que vous reconnaissez votre fils? Est-ce que vous reconnaissez l'enfant que vous aviez vu le 2 décembre, qui est venu vous dire bon anniversaire, 14 jours avant votre date? Est-ce que c'est le même garçon? Pourtant, il l'a préparé minutieusement. Est-ce que quelque part, vous souhaitiez qu'il soit dans un autre état pour le faire? Moi, j'ai pensé qu'il y avait un débalancement chimique au niveau du cerveau. Si vraiment il a prémédité puis qu'il a fait ça à froid, il était fou vrai. Là. Mais c'est pas l'homme que vous avez vu Mais non. 4 jours avant. Mais non. Dans le fond, c'est quand j'y repense après, parce qu'au moment, je me disais, mais pourquoi qu'il attend pas, là, tu sais? C'est encore une autre situation bizarre, là. Mais après, j'ai compris à quel point, dans le fond, il venait embrasser sa mère. Parce qu'il m'avait dit, tu peux m'embrasser, hein? Puis depuis l'âge de 16 ans, il voulait pas que je l'embrasse. Il a dit Ce soir-là, il m'a dit, si tu veux, tu peux m'embrasser. Hey. Et puis après ça, il me donne ce cadeau-là. Puis j'arrivais pas à saisir pourquoi il faisait ça. J'ai pas compris ce signe-là. Mais il venait me faire ses adieux, mais c'était des adieux de tendresse. Il m'avait donné un CD qui s'appelait Joyful. quand même. Ouais. Puis il savait que c'était une musique que j'aimais. Est-ce qu'il y avait une maladie mentale ou un trouble de personnalité que j'ignorais? Quand Nadia est décédée, vous avez dit « Je ne suis plus la mère de personne. Je ne suis plus rien. » Oui, c'est vrai. Ben, écoutez, j'étais monoparentale depuis quand même un bon bout de temps. J'ai élevé mes enfants seuls. Il y avait 4 ans et 6 ans quand j'ai quitté la maison. Donc, pour moi, ma priorité, c'était mes enfants. Mon travail, c'était uniquement pour que mes enfants aient une vie agréable. Et comment on fait pour trouver un sens à sa vie quand il n'y a plus d'enfants qui sont là, j'étais vraiment en miettes et puis j'étais vraiment démolie et puis en dépression, il faut le dire. Si j'avais pas eu les antidépresseurs pour m'aider à fonctionner, j'aurais eu de la difficulté à fonctionner durant cette période-là. Mais il fallait que je retourne au travail et personne ne m'offrait de payer mon loyer. Hein. Alors, j'aurais jamais été capable de me suicider, par exemple. Jamais? Non. Pas de façon active. Non. Puis pour moi, ça n'allait pas avec mes valeurs. Parce que pour moi, je me dis, il y a toujours une solution quelque part. Suicide, ça règle rien. Par contre, j'aurais pu me laisser mourir sans manger. Pourquoi Marc s'est suicidé, selon vous? Bien, après avoir commis un geste comme ça, certainement qu'il voulait pas... Il voulait pas vivre, probablement. Pourquoi il s'est suicidé? Pourquoi il a fait ça? Oui. On revient toujours aux mêmes questions du pourquoi. Il est mort avec son pourquoi. Hein? Même ses amis n'auraient jamais pensé qu'il puisse poser un tel geste. Personne n'a vu de signe avant-coureur avant. Il n'y a pas eu d'image masculine. Hein? Moi, je me suis jamais remariée, vous savez. Un mariage, ça m'a détruit... J'ai pas cru à l'amour pendant de nombreuses années à cause de ce mariage-là. Est-ce que vous y croyez maintenant, l'amour? C'est tout récent, ça. C'est depuis que je fais mon ménage au niveau des blessures que je me dis que, ouais, si ça se présentait vraiment, je cours pas après, là. Mais si ça se présentait, j'envisagerais peut-être de recommencer une relation amoureuse. Lisez-moi, Mme Lépine, à la fin de votre livre, parce que ça parle justement ça de l'amour. Ah oui? Cet extrait-là ici et ça. S'il vous plaît. La mort ne me fait plus peur. Je crois à la vie éternelle. Avant d'y arriver, dans 20 ou 25 ans, je souhaitais rencontrer l'homme dont je rêve et partager de bons moments. Je pourrais ensuite partir tout doucement avant lui. Je voudrais être lucide jusqu'à la fin pour le savoir assis auprès de moi.
Il me tiendrait par la main en me lisant calmement un psaume. De ses mains ridées, de ses doigts gercés, après avoir trop besogné, il fermera mes yeux, puis s'occupera de me faire incinérer. Mon dernier souhait, c'est d'être enterrée auprès de Marc et de Nadia. Je les aime toujours malgré ce qu'ils ont fait. Ce sont mes enfants. Je leur ai donné la vie. Merci, Madame Lépine. Je sais. Merci beaucoup.